Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes sur le libre journal des controverses. On est samedi 4 janvier en direct. Nous sommes en direct. D'abord, je voulais vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année 2025. Que celle-ci vous soit profitable et qu'elle soit la meilleure pour vous ainsi que vos proches. J'espère que vous avez pu festoyer, boire des coups et passer du temps avec vos proches, votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez. Il faut quand même penser aussi à soi, aux siens et un peu moins à l'actualité, à la politique, etc. dans ces moments festifs. Il ne faut pas trop avoir en tête non plus la façon dont l'État a envie d'imposer ses points de vue. Il faut penser aussi à festoyer parce qu'il faut avoir, il faut le dire, l'esprit clair et non démoralisé. Et je sais, je suis persuadé même que l'année 2025 sera la meilleure possible pour vous et pour tous nos amis auditeurs qui écoutent Radio Courtoisie. Je salue Virginie Nini Glam, la superbe Nini Glam, chanteuse de son état et réalisatrice, chanteuse-réalisatrice. Elle a été toute la semaine, elle a travaillé même le 31, elle travaille même le 31, elle a un peu chanté aussi. Et j'étais triste de ne pas la voir samedi dernier, mais bon, elle revient parmi nous, donc je la salue. Je salue mon prédécesseur, mes prédécesseurs de Libre Journal de Géopolitique Profonde, Nicolas Stocker et Lara Stam. Ils étaient avec le formidable De Kochko, un de mes voisins. Oui, on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Donc je le salue. Et bien entendu, Patrice, l'homme à la belle écriture. Même si dorénavant, il a décidé de tout faire sur un clavier. Oui, voilà, même ça se perd. Tout se perd en fait. Voilà, nous n'avons plus droit à nos papiers écrits main. Voilà, non, tout se perd. Tout se fait à l'ordinateur. Mais quel drame, c'est un drame. Et oui, Patrice ne veut plus écrire. Voilà, c'est pas bien. Nous allons parler aujourd'hui parce que c'est les 10 ans, déjà les 10 ans de Charlie Hebdo dans 2 jours, enfin dans 3 jours exactement. Et quasiment les 10 ans même des attentats du 13 novembre. Il y a eu un procès très récemment. Maître Philippe Deveul a été d'ailleurs l'avocat de nombre de victimes. Maître Deveul que vous connaissez tous. Et donc je reçois François Belliot qui analyse ces 2 événements, mais d'une manière, on va dire, cher François, géopolitique. Tout à fait. Alors pas celui sur le massacre de Charlie Hebdo. Mais Si vous voulez, on commence par commençons par Charlie Hebdo, D'accord. étant donné que nous sommes à 3 jours des 10 ans. Oui, alors ce n'est pas une nouveauté, c'est une réédition parce qu'il était publié auparavant chez Omnia Veritas. Donc je crois que ça émane du retour aux sources. Et plusieurs années ont passé, il y avait beaucoup de coquilles, donc j'ai passé tout l'été à la corriger, c'était beaucoup de travail. Je l'ai aussi actualisé parce qu'il y a eu des évolutions judiciaires aussi, quelques informations que j'ai voulu rajouter. Et aussi parce que donc les éditions Omnia Veritas m'ont fait faux bond à partir de mon procès de Rudi Reichstadt. Et je ne tiens plus. Ah oui, tiens, on peut ouvrir une petite parenthèse sur Rudy. C'est-à-dire, on va la faire, mais on peut pas, ne parlons pas de tout en même temps. Donc, comme ils ne m'ont pas soutenu et que je n'ai aucune visibilité en fait sur les droits d'auteur, j'ai préféré m'auto-éditer, donc à l'instar de de plus en plus de mes collègues, donc chez l'éditeur qui s'appelle thebookedition.com. Donc, si vous voulez vous procurer cet ouvrage, donc c'est la nouvelle version avec une préface et des corrections, des actualisations, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Donc, soit sur le site
je vais dire du retour soit sur le site de thebookedition.com ou tout simplement vous le commandez chez votre libraire Bien sûr. préféré. Vous pouvez le trouver, il est disponible aussi, de même que l'ouvrage sur les attentats du 13 novembre, à la librairie française, donc qui s'est déplacée, je crois que c'est rue de Vaugirard. Ouais, ils sont ou rue Le Courbe, c'est plus rue Le Courbe ou rue Vaugirard. En tout cas, ils sont dans le 15e. Hein. La librairie française. Ce n'est plus rue Auguste Bartholdi en tout cas, hein, je n'ai plus le détail. Et, ou alors à la librairie Vincent, Alors, donc, qui est la librairie Vincent, avenue de la Bourdonnais, 115 avenue de la Bourdonnais. Voilà. Alors, cher François, vous avez une sacrée actualité. J'avais oublié même que vous étiez en procès contre les fact-checkers, ce qu'on appelle les fact-checkers. Excuse-moi pour l'anglicisme, mais je ne sais pas comment on dit ça autrement. Et donc, vous étiez en procès face à Rudi Reichstadt. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé comme, j'allais dire comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il vous reprochait déjà ? Il me reproche la biographie, il est vrai pamphlétaire que j'ai écrite de lui en 2021, donc qui s'appelait L'anticonspirationnisme mis à nu à travers l'imposture Rudi Reichstadt. Donc à juste titre, il s'est senti visé, mais il s'agissait essentiellement d'un essai sur ce que j'appelle les discours anticomplotistes et les dispositifs anticomplotistes qui ont été complétés depuis par les dispositifs fact-checkistes et qui participent en fait d'un corsetage de plus en plus étouffant de la pensée et de l'expression dans ce pays qui se constate à tous les niveaux. Et même au début, là, avant l'émission, où vous parliez un peu de l'évolution de l'ARCOM, là, ça devient de plus en plus difficile de s'exprimer. Et donc, bon, écoutez, c'était un procès pour injure publique, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà beaucoup parlé, enfin, dans d'autres émissions. Mais donc, je n'ai pas été attaqué sur le fond, mais comme j'ai tenu un discours assez virulent et que je n'avais pas été prévenu auparavant de la façon dont fonctionnait la loi sur la liberté de la presse, on ne s'appelle pas comme ça, la loi sur le droit de la presse de 1881, eh bien, j'ai sans doute commis une ou deux erreurs, on va dire, dans des formulations, erreurs sur lesquelles ils se sont jetés avec avidité, ce qui leur a permis de me condamner sur la forme. Donc j'ai été condamné, c'était en septembre dernier. Oui, c'est ça, j'ai tendance à oublier maintenant. Il y a une actualité qui s'est imposée de nouveau à moi, qui me fait oublier les événements. Mais donc sur la forme et pas sur le fond, et dans un contexte qui s'appelle le tribunal de la 17e chambre correctionnelle, donc sur le droit de la presse, qui est un milieu assez hostile. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il est très difficile de s'y défendre correctement et de vouloir porter des questions de fond. Donc voilà. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à signaler que j'attends toujours la décision du tribunal 4 mois après. C'est-à-dire que j'aimerais connaître le détail des raisons précises pour lesquelles j'ai été condamné, avec notamment les expressions que je devrais enlever, parce que j'ai déjà une réédition en fait de ce livre qui est toute prête, que je vais publier immédiatement en fait dès que j'aurai le résultat. Mais dans l'attente du compte-rendu précis des termes qui ont été vraiment incriminés, qui m'ont valu condamnation, pour l'instant je ne peux pas le faire. Voilà. Mais ce sera donc pour Et oui, alors... ce sera pour bientôt. Et n'oublions pas que aussi Monsieur Reichstadt ne m'a rien valu. Non mais très bien, on va en parler, mais on n'oublie pas que Monsieur Rudi Reichstadt a touché de l'argent public du fonds Marianne. Vous avez d'ailleurs écrit un livre dessus, et parce que fonds Marianne à la base c'était soi-disant pour comment dire, c'était pourquoi déjà exactement? On se rappelle plus. C'était un appel à... Oui, c'est vrai que c'est l'actualité, ça va tellement vite. Donc c'était un appel à projet qui a été lancé par la ministre à la déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. C'était en 2021, autant que je me souvienne. Avril 2021, j'espère ne pas me tromper, et c'était en réponse officiellement à l'assassinat de Samuel Paty, donc à Conflans-Sainte-Honorine, c'était le 16 octobre 2020. Donc on demandait à tout un ensemble d'associations de donner de proposer des projets pour lutter contre la radicalisation en ligne, et ça devait être fait auprès des 12-25 ans parce que c'est placé sous l'égide du comité interministériel à la prévention de la délinquance et de la radicalité, donc c'est-à-dire que ce sont pour les jeunes, et à ce titre donc Rudi Reichstadt et son association Conspiracy Watch donc ont été subventionnés à hauteur de 60 000 euros.
Et d'ailleurs, cette somme a été, il la touche tous les ans maintenant. Voilà. D'accord. C'est un fonds Marianne à vie. Mais et en réalité, ils n'ont pas utilisé 60 000 euros pour ce qui était demandé, mais plutôt pour aider, faut le dire, hein, le gouvernement et l'État, enfin, en tout cas le représentant de l'État, à se faire réélire. Oui, ce sont des associations macronistes, on pourrait dire ça, même si je ne vois pas trop ce que ça veut dire, vu que cet homme est plus, avec tout le respect que je lui dois, est plus un algorithme qu'autre chose. Ah, c'est un bel marque de respect, algorithme. Je ne pense pas que ce s'agisse d'une injure ou d'un terme désobligeant. Voilà. Voilà, je sais pas, en plus je suis un passionné de mathématiques, donc c'est Très bien. c'est peut-être une déformation passionnelle. Bon, revenons à Charlie Hebdo. Mais je tiens à préciser. Allez-y. Je tiens à préciser que, quand même, parlons un tout petit peu de Rudi Reichstadt. Il fait des notices de personnalité. Hein. Eh oui, on vous appelle, vous êtes une vedette. Des notices de. Je croyais avoir éteint, mais il fait des notices de personnalité dont il a prétendu devant la commission sénatoriale qu'elles étaient régulièrement actualisées. Alors, actualité récente, je me suis rendu compte que quand il y a eu quand le verdict, quand le délibéré du procès est tombé, donc où j'ai quand même pris 4 000 euros, mais il a tout de suite actualisé ma notice de personnalité en fanfaronnant sur Facebook que c'était une grande victoire. Et voilà, donc il a ajouté une ligne à ma notice de personnalité. Ah, donc, cher François Belliot, vous avez votre fiche Conspiracy Watch. Oui. C'est pas rien quand même. Là, ça veut dire que là, vous faites partie du cercle fermé des méchants de ce pays. Oui, enfin, je m'en passerai bien. Mais c'est simplement pour signaler que il a actualisé au moment du contrôle du procès, mais quand j'ai publié mon livre sur le fonds Marianne, 3 mois plus tôt, il n'en a pas mis une ligne. Ah. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on arrive plusieurs mois plus tard, toujours pas une ligne sur ce fait biographique qui certes le concerne, mais me concerne aussi, et je pense mériterait d'être actualisé. Alors, mais bon, enfin bon, c'est... Oui, ça c'était une petite péripétie. Ça n'est pas très loyal. Voilà. Alors, parlons maintenant de votre livre, cher François Belliot. Votre livre... Tenez. Le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible. Et alors du coup, je suis intrigué. Pourquoi l'enquête impossible ? Alors c'est une enquête impossible parce que qu'il s'agisse de l'enquête en elle-même, qu'il s'agisse de la commission parlementaire sur les attentats, chargée de faire la lumière sur les attentats de 2015, qui comprend à la fois le massacre de Charlie Hebdo et le massacre du Bataclan. Qu'il s'agisse enfin du procès qui s'est tenu, alors là c'était il y a 2-3 ans, là aussi c'était un long procès, on n'était pas dans le 13 novembre, le 13 novembre ça a duré presque 1 an, mais le massacre de Charlie Hebdo a quand même duré 3 mois. Il y a une question cruciale, en fait, qui est assez simple, si on veut comprendre le massacre de Charlie Hebdo. Le problème, c'est pas le changement de couleur des rétroviseurs de la Citroën C5, autant que je me souvienne, des frères Kouachi. Ça n'est pas la manif du 11 janvier qui retraçait le parcours, la carte d'Israël. Ça n'est pas je ne sais quelle interprétation kabbalistique. C'est quelque chose de concret. C'est ce qu'on appelle, ça s'appelle l'abaissement de la sécurité des locaux de Charlie Hebdo et de son rédacteur en chef Stéphane Charbonnier les semaines et les mois précédant l'attentat. Abaissement de la sécurité personnelle, abaissement de la sécurité de locaux et information cruciale donnée on ne sait comment aux 2 assassins. Donc je parle d'une enquête impossible, c'est-à-dire que vous voyez, il y a 3 contextes dans lesquels on aurait pu vouloir faire la lumière sur ce problème crucial de l'abaissement de la sécurité, et ça n'a jamais été fait. Et je rajoute encore un détail, parce que c'est un livre aussi qui est consacré à l'anticonspirationnisme. Décidément, c'est un dada, on baigne dedans. C'est que j'ai montré aussi que, par exemple, sur un site comme Rudi Reichstadt, il y a eu tout un ensemble de textes et d'ouvrages produits par des acteurs anticomplotistes qui parlaient des théories du complot sur le massacre de Charlie Hebdo, et sur le 13 novembre, il n'y en a presque pas. Oui, c'est pour ça qu'on va en parler du niveau de la géopolitique. C'est ça la différence fondamentale. Ça, c'est une affaire louche, ça, c'est une affaire géopolitique. C'est que ces anticomplotistes, il n'y a pas d'autre mot, c'est ainsi qu'ils se définissent, plutôt que de porter l'attention sur des éléments d'enquête qui sont cruciaux et qui sont non élucidés,
10 ans après les faits, il n'y a toujours rien. Ils ont préféré insister sur des éléments loufoques, comme ce que je viens d'énumérer, pour donner l'impression que ce qu'on appelle les complotistes ou les conspirationnistes s'intéressent qu'à des trucs complètement débiles et Oui, parce qu'on superficiels, a parlé. alors que c'est une affaire très grave. Bah, Et ce problème de la sécurité a été soulevé mais par les familles de victimes, par les proches de victimes. mais qu'est-ce qui a fait qu'on a abaissé justement la sécurité de Charlie Hebdo? Est-ce que peut-être Charlie Hebdo gênait à l'époque? Oh non, non, on ne peut pas dire que Charlie Hebdo... Non, Charlie Hebdo est un journal du pouvoir. D'accord. On va dire que c'est... Bah pourquoi on leur abaisse la Non, sécurité? Charlie Hebdo, on va dire, c'est la branche pornographique du pouvoir. Vous voyez, c'est pas... Ouais. Mais en termes de discours, en termes d'idéologie, hein, c'est exactement la même chose que Le Monde ou Libération. Vous voyez, ou Arte, ou le journal du dimanche. Il y a extrêmement peu de variations, hein. Vous voyez, c'est anti-russe, c'est anti-syrien, c'est pro-LGBT. C'est-à-dire que ça coche absolument toutes les cases. Donc non, on peut pas dire que ce journal gênait. Par contre, hein, ce qui est vrai, c'est qu'il était en faillite, hein, et qu'il allait très probablement fermer ses portes, et que je ne dis pas que c'est pour ça que ça a été fait, hein, qu'on s'entende. Bien sûr, bien sûr. Mais le fait qu'il y a eu cette affaire, il y a eu une explosion des ventes du numéro suivant à 14 millions d'exemplaires, 7 millions de suivants, ce qui fait qu'ils ont pu engranger un pactole assez extraordinaire, ce qui leur a permis de continuer ensuite les années suivantes, même s'ils ont des dépenses de sécurité maintenant qui sont Toujours, ils les ont toujours. ah oui, oui, D'accord. c'est ultra sécurisé, hein. Ça leur coûte, je crois que c'est plus d'1 million d'euros par an, c'est énorme, hein. Ils auraient peut-être dû y penser avant d'ailleurs. Ils seraient peut-être encore de ce monde. Euh, et voilà, mais je ne lis plus trop. J'avais lu Charlie Hebdo à l'époque, tous les numéros pendant un an, pour des raisons professionnelles. Mais une fois que Mais est-ce que Charlie Hebdo aurait pu être évité? Ah, mais évidemment, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des failles, je sais pas moi, auprès Mais de oui. l'État Ah oui, oui, mais évidemment. Enfin, quand vous abaissez la sécurité du personnel du rédacteur en chef, quand vous enlevez le camion qui stationnait normalement tout le temps devant les locaux de Charlie Hebdo, que vous le remplacez par une patrouille dynamique au prétexte de ne pas attirer l'attention, que vous vous rendez compte que cette patrouille dynamique n'existait même pas le jour des attentats, quand vous vous rendez compte que l'un des gardes du corps de Charb, alors qu'il n'y avait plus que 2, s'est absenté pile poil au moment de l'assaut pour aller s'acheter un pain au chocolat juste à côté. Vous voyez, il y a un ensemble d'éléments. Et après... Et toi, c'est factuel. Ah, oui, c'est complètement factuel. Voilà. Et après, il y a quand même aussi cette circonstance extraordinaire. Comment ces deux hommes, qui étaient quand même assez bas de plafond, il faut bien le dire, qui ne Les participaient frères d'aucun réseau, Kouachi. les frères Kouachi, ont pu avoir l'information que la réunion de la conférence de rédaction, qui se tient une fois par semaine, pendant 1 heure, ils sont arrivés pile poil au moment où il y avait tout le monde, et c'était à l'occasion du jour de l'an. Voilà, C'est quoi? C'est des complicités internes Oh, bah, peut-être? ça me semblait... Non, alors interne, oui, enfin peut-être, là, je ne pourrais pas m'avancer. Mais c'est D'accord. une information qui est extraordinairement difficile à obtenir. Disons qu'il y a un ensemble de coups de chance qui est beaucoup trop extraordinaire pour que la théorie de la coïncidence soit suffisante. Bah, nous Voilà. avions à l'époque Monsieur Mohamed Merah, qui était le terroriste qui a fait ces massacres là à Toulouse et dont on a appris après en fait qu'il aurait pu ou qu'il avait travaillé comme indicateur de la police. Est-ce que les frères Kouachi ont ce même profil que Monsieur Merah? Non, pas du tout. Non, Saïd Kouachi, c'était l'aîné, c'était quelqu'un qui était à moitié aveugle, qui était impotent, qui boitait, qui était un bon à rien, qui ne travaillait pas, euh, donc qui n'a jamais eu aucune action, enfin, mené la moindre action militaire. Donc déjà, il a un profil qui ne correspond pas du tout au tueur de Charlie Hebdo, qui était cagoulé. Donc c'est bien pratique parce que Non, vous voulez dire Kouachi là, non, vous dire Merah? Non, je parle du massacre de Charlie Hebdo. Oui, oui, oui. Donc je parle du profil de Saïd Kouachi. Ah d'accord, oui. Saïd Ok. Kouachi n'est pas celui de Mohamed Merah. Mohamed D'accord, Merah, voilà. effectivement, c'était C'est ça. un indique qui a baroudé un peu partout au Proche et au Moyen-Orient. Quant à Chérif, certes, il avait un passé d'acquaintance avec avec des terroristes, notamment en compagnie d'Amélie Coulibaly, oui, autant que je me souvienne. Oui, Et Amédi Coulibaly qui était à l'hypercacher,
Oui, qui est le gars qui a fait ce qu'il a fait à l'hypercachère. oui, c'est ça. Voilà, voilà. Même si les liens sont finalement extrêmement ténus et incertains entre les deux hommes, mais on a relevé de Saïd Kouachi, de Chérif Kouachi, donc qui est le plus jeune. C'est une longue histoire. Un passage par le Yémen, 5 ans auparavant, mais rien de particulier. Non, c'est pas du tout le profil d'un Mohamed Merah. Je dirais que c'est plus le profil de lampistes qui ont peut-être été sacrifiés dans des circonstances obscures. Euh, mais enfin bon, je ne vais pas tout refaire. J'en ai parlé dans des émissions il y a quelques années. J'y renvoie vos lecteurs, on peut les trouver, enfin vos lecteurs, vos auditeurs, on peut les retrouver sur mon site. Mais effectivement, vu que je republie ce livre et qu'on est à proche des 2 jours, c'est quand même important de reparler de cette affaire parce que c'est pas, on a l'impression que l'actualité est frappée comme les objets qui nous entourent d'obsolescence programmée. Mais non, 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 ça n'est pas le cas. Il faut se souvenir, il faut se rappeler de certains événements. Et il faut voir aussi que quand même, ces 2 attentats, donc on est dans l'année 2015, ça a servi quand même de on est dans un contexte vraiment de durcissement du pouvoir contre la liberté d'expression, la liberté de penser. Et C'est-à-dire que quoi, il y a un avant et un après Charlie Hebdo. ah oui, pour moi, oui, oui, il faudra remonter plus précisément 1 an auparavant, avec l'affaire Dieudonné. Donc là, on est plutôt en janvier 2014, c'était juste 1 an avant. Oui. Et vous voyez, on est vraiment dans un créneau. Je vais vous donner un exemple, hein. C'est pas exactement contemporain, mais c'est en novembre 2014 qu'a été votée la loi contre l'apologie de terrorisme en ligne. Cette loi, à l'origine, était faite pour lutter contre des gens comme, je sais pas, peut-être des Saïd, enfin des frères Kouachi, des Salah Abdeslam, et qui en fait se sont retrouvés très récemment, à l'occasion de ce qui se passe en Palestine, retournés contre des gens qui prenaient parti pour les Palestiniens et qui avaient le malheur de nommer le Hamas dans enfin, je veux dire, dans leurs propos tenus en ligne. Et ils ont été condamnés à ce titre. C'est-à-dire que des lois en fait, qui ont été votées à l'époque contre le terrorisme, alors certes c'était un petit peu avant les attentats, mais il y en a eu qui ont été faits après. On a l'impression curieuse avec les années, alors qu'il n'y a plus d'attentats quand même, il faut dire, de cette envergure depuis, hein, que ces lois antiterroristes ont tendance à être tournées vers un ennemi de l'intérieur. Euh, et on se demande, quand on se met à écrire quelque chose ou quand on se met à parler, si on ne va pas tomber dans cette catégorie, et des fois même par simple inadvertance. Et d'ailleurs, à l'époque, le Premier ministre était Monsieur Valls. Monsieur Valls revient dorénavant au gouvernement comme ministre d'État des territoires d'outre-mer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour de Valls ? Pour être honnête, je ne me suis pas du tout intéressé à ce qui a été qualifié à juste titre d'un espèce de jeu de chaises musicales. Mais on peut quand même rapidement en tirer quelques enseignements, on va dire généraux sur le fonctionnement de la République. Vous voyez, il y a la fameuse formule en politique, on n'est jamais mort. C'est vrai que moi, C'est vrai. moi, je n'aurais jamais pu penser que quelqu'un comme Manuel Valls puisse revenir au pouvoir, parce que je crois qu'il a perdu ses mandats électifs. Il n'est plus député. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien. Au niveau de la politique, c'est une sorte de SDF. Bien sûr. Mais moi, je voyais quand même plus loin que ça, parce que en fait, Monsieur Valls a été partie prenante à l'époque de Charlie Hebdo et à l'époque des attentats du 13 novembre. Enfin, du Bataclan. Et donc, faut pas oublier que derrière cette nomination qu'il y a aujourd'hui, il y a un palmarès de loupés. Comment quelqu'un qui a pu avoir tous ces loupés de Zazanta, qui est peut-être pas coupable, mais on va dire un peu responsable de ce qui s'est passé à l'époque, peut-il aujourd'hui, tel une fleur, être renommé ministre et ministre d'État en plus? Alors, je vous rappelle que Bernard Cazeneuve, donc, qui l'a remplacé dans un premier temps au poste de ministre de l'Intérieur, puis au poste de Premier ministre quand Manuel Valls est parti dans la course à la présidentielle et qu'il voulait participer à la primaire socialiste,
a été pressenti, hein. Ça c'était avant la nomination de Michel Barnier, on a l'impression qu'il y a des siècles, hein, c'est étonnant. Il avait été pressenti, il a fait une offre de service, c'est-à-dire qu'il était dans les cartons, il aurait pu lui aussi devenir Premier ministre. Alors que il est... Alors, question culpabilité, responsabilité, euh, la- enfin, sur Bernard Cazeneuve, je pourrais dire des choses, hein, parce que j'en parle beaucoup sur les attentats du 13 novembre. Sur Manuel Valls, pour être honnête, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais c'est un fait que son nom, son mandat de Premier ministre, est associé à l'année la plus sanglante en termes de terrorisme en France. Donc, en termes d'image, je dirais que c'est assez désastreux, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent même pas qu'il était Premier ministre en poste à l'époque. Vous voyez, on faisait la recherche tout à l'heure pour savoir exactement le moment où il était entré. On a vu que ça coïncidait, mais on avait des doutes, hein. Je pensais qu'il était ministre de l'Intérieur. Voilà, à un moment on a fait cette recherche. Je pensais qu'il était encore ministre de l'Intérieur, qu'il n'était pas Premier ministre, c'est Voilà, dire. mais en fait, il était devenu Premier ministre. Donc, alors, attendez, je crois que c'était en mars 2014. Cazeneuve l'avait remplacé à ce moment-là, mais enfin, bon, vous voyez, les deux hommes étaient à la manœuvre à cette époque, et c'est à ce titre donc qu'ils ont été auditionnés. Non, pas Manuel Valls, d'ailleurs, c'est assez étonnant. C'est ça, je le raconte, je crois que c'est peut-être Dans le ce livre de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que ça aurait été intéressant d'auditionner Manuel Valls au procès à l'un des deux procès, mais ça n'a pas été possible. Je ne me souviens pas pour quelle raison. Mais alors que François Hollande et Bernard Cazeneuve ont été auditionnés des procès des attentats du 13 novembre, Manuel Valls ne l'a jamais été. Donc vous voyez, il y a quand même un petit manque. Je ne veux pas dire que c'est une dérobade, mais c'est malheureux. Et en tout cas, bon, pour revenir sur l'évolution la plus récente, donc en politique, je ne vais pas dire en politique, je veux dire en République française. Je pense que c'est plus correct, hein. En République française, en tant qu'homme politique, on n'est jamais mort. Et même si on ne représente strictement plus rien, je ne pense pas qu'il y ait une armada de députés valsistes qui faisaient le forcing derrière le bureau d'Emmanuel Macron pour forcer son entrée au gouvernement. Mais bon, ça fait partie des multiples bizarreries de ce serait drôle. Gouvernement Bayrou ou même Elisabeth Borne. Rendez-vous compte, quand même, ça fait... Avec Elisabeth Borne, ça fait 2 anciens premiers ministres qui se retrouvent à des postes subalternes par rapport aux postes qu'ils occupaient. Ce serait quand même drôle si après la censure que va subir M. Bayrou, M. Valls devienne Premier ministre. Ce serait marrant, ça. C'est un petit... Oui, mais là, quand même, il faut rester, même si on est dans un univers qui est complètement surréaliste. Je pense qu'on peut toujours creuser plus loin. Et que ça ressemble à un tableau de Picasso plutôt qu'à un Léonard de Vinci. Bon, quand même, je pense qu'il y a certaines limites. Ne sous-estimez pas justement les limites de Monsieur Macron. Ne les sous-estimez pas. D'ailleurs, je fais un pronostic dans ce livre. Voilà, le massacre de Charlie Hebdo. Je dis que quelqu'un comme Rudi Reichstadt pourrait être... Non, c'est dans l'autre livre. Je me dis, est-ce que cette personne pourrait devenir ministre de l'Éducation nationale? Vous voyez, des petits pronostics qu'on peut faire de temps en temps. Rien n'est impossible dans le domaine de l'improbabilité. Enfin bon, quand même. Dites-moi, sur le massacre de Charlie Hebdo, alors revenons au sujet, est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre 10 ans après? Ah mais oui, évidemment. Lesquelles, par exemple? Écoutez, simplement, je vais prendre simplement le sommaire, hein. Donc je commence, c'est la première partie. Allez-y. Donc, vous avez le suicide du commissaire Elric Fredoux. Alors, qui était ce monsieur? C'est quelqu'un qui faisait des recherches sur l'attentat. Et il s'est suicidé? Oui, alors qu'il avait fait une découverte extraordinaire. D'accord, on ne sait pas ce qu'il a découvert. C'est une espèce de mort en expectase. Bon. Vous voyez, vous savez, il y a eu aussi la mort du général Georges Lain pour Notre-Dame. Donc, du coup, il y a des morts comme ça, ça arrive. Hein, oui, vous savez, fois, quand on dit Eureka, on a une espèce de poussée de cardio, hein, et le cœur il lâche. Voilà. Donc, il y a eu le suicide de ce commissaire. Bon. Alors, je ne vais pas tout vous dire, hein, mais vous. Dites-nous à moi deux, trois trucs comme ça. Déjà, l'abaissement de la sécurité, c'est vraiment le plus important que je détaille. On ne sait pas pourquoi l'abaissement de la sécurité. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il y a eu cet abaissement. On ne sait pas. Toujours pas. Si, ils vont vous dire pour des raisons de coût, j'imagine. Non, ou pour des raisons de sécurité. Ah, donc on abaisse la sécurité pour des raisons de sécurité. Oui. C'est ça. Bon, oui. C'est logique. Oui, c'est-à-dire on a enlevé le camion pour mettre une patrouille dynamique, parce que c'était trop visible. D'accord. Donc on l'a remplacé par une patrouille dynamique, mais qui n'était pas visible, elle aussi.
qui n'est jamais venu. Donc la prochaine fois, lorsque Vous voyez, Bon. vous avez des problèmes, vous allez au commissariat, vous demandez de la sécurité, la police vous dira non, nous ne mettrons pas de sécurité parce que si des policiers en uniforme patrouillent, ce sera trop visible. Bah, c'est dans un autre genre, c'est ce qui a été. Alors ça, je n'en parle pas dans le livre sur le 13 novembre, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a interdit aux militaires de Sentinelle d'intervenir à l'intérieur du Bataclan. C'est-à-dire qu'on leur a dit que c'était trop dangereux. D'accord, bon, c'est normal. Bon, les spectateurs étaient en grand danger. Voilà, on entendait des cris, ils étaient bon. Après toutes sortes d'arguments. Non, de toute façon, on peut tout justifier avec le langage. Hein, ça sert à ça. Il faut voir que le langage, une de ses fonctions, c'est de mentir. Hein. Bien sûr. Ouais. Alors, Bon. finissons Alors, sur Charlie Hebdo et bon, allons oui. après sur le 13 novembre. Alors, D'accord, Charlie Hebdo, oui. voilà. Et quel est peut-être un dernier point noir qui aurait pu y avoir, que les gens ne savent pas? Oh, que les gens, ça va leur rappeler des souvenirs, mais tout simplement la carte d'identité oubliée de Saïd Kouachi dans leur voiture qu'ils ont abandonnée donc rue de Meaux. Donc là, c'est dans le nord de Paris. Et sans ça, il n'aurait jamais pu être identifié et la traque n'aurait jamais pu commencer. Donc là, vous voyez, c'est qu'on a eu des coups de malchance absolument incroyables pour la commission du massacre, mais par contre, pour les retrouver, coup de chance extraordinaire. Oui, mais vous m'aviez Oui. dit que c'était des lampistes. Alors, des lampistes peuvent faire ce type d'erreur. Non, parce que même quand on est un lampiste, Enfin, une non, carte d'identité peut tomber, oui, bon, non, bien sûr, oui, pas d'inadvertance. oui, moi ça m'arrive tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je perds ma carte d'identité comme ça. Voilà, je la mets comme Enfin, ça. vous ne faites pas tous les jours d'attentats. Je me la mets sur l'oreille. Non, mais, alors, mais je vais non, mais c'est l'avocat pas- du non, diable. mais attendez, c'est pas parce qu'on est un lampiste qu'on est un trisomique. Oui, mais attendez, je vais Quand être je dis un l'avocat du lampiste, diable. c'est qu'on n'est pas un militaire. Oui. Je vais être l'avocat du diable. Voilà. On va dire que bon, ils ont fait les méfaits qu'ils ont fait, ils ont assassiné, ils ont fait des actes de terroristes. Peut-être. C'est parce qu'ils ne font pas tous les jours, et avec l'adrénaline, la nervosité, etc., ils font tomber leur carte d'identité. C'est pas impossible. Mais rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. Mais ça n'est pas accordez-moi ça. Là, je vous contre-interroge. Ça ne doit pas pour autant être considéré comme l'hypothèse la plus probable. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Donc après, quand on a une constellation de doutes concernant d'autres sujets, je vous ai parlé aussi, il y a le profil des frères Kouachi qui est absolument invraisemblable. Bon, je ne vais pas tout dire, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles, en plus, aucune attention n'a été apportée, je me répète, hein, ni par les enquêteurs, ni par les députés, ni par les juges. Donc, partant de là, moi, je dirais que tous les doutes sont permis aussi. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi une est-ce que ça s'était fait pour être honnête, j'ai perdu ma carte d'identité récemment. Bah voilà, vous voyez. Mais ça m'arrive une fois tous les 5 ans. Mais Ouais. est-ce que tout ça, en fait, cette enquête n'est pas impossible parce que il y a eu tellement de ratés de l'État. C'est une supposition que je fais, qu'il fallait se protéger, qu'il fallait que M. Valls, M. Cazeneuve, M. Hollande se protègent peut-être face à l'opinion publique. Ah là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Parce que on aura affaire à ce moment-là des gens qui n'assument pas leurs responsabilités, hein, et en plus, C'est habituel. et en plus font entrave à la justice, ce qui me semble un délire, dans une affaire criminelle de premier ordre, aux répercussions immenses et même mondiales. Donc peut-être, oui, là, je pense qu'effectivement, des gens se couvrent en interne pour n'avoir à assumer aucune responsabilité. Mais comme pour le Bataclan, il y a eu aussi des ratés immenses. Et ce qu'on constate dans ces histoires, c'est que personne ne veut assumer, qu'il s'agisse des services de renseignement ou du plus haut niveau politique. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de se flageller en public et dire que tout est de leur faute, mais qu'il y ait quand même quelques noms qui soient donnés, des personnes qui ont pris les mauvaises décisions et qu'on les change de leur poste. On va parler de géopolitiques attentats du 13 novembre, mais je voudrais finir par Charlie Hebdo, par le fait que, rappelez-vous, il y a eu cette grande marche. Bon, après, il y a eu l'hypercachère qu'on n'oublie pas. Il y a eu ensuite cette grande marche avec nombre de chefs d'État étrangers.
vous vous rappelez, Ah oui, et avait obligation aussi de se définir comme étant Charlie. Voilà, si vous n'étiez pas Charlie, vous étiez un mauvais garçon. oui, il y avait déjà une forme de terrorisme intellectuel qu'on a observé à l'époque. Et je rappelle une anecdote qui est extrêmement parlante, hein. C'est quand, après, quand Dieudonné a participé à la grande manif du 11 janvier, il Elle y a a, participé? il y Ah, je participait, sais oui. pas. Oui, D'accord. enfin, c'est ce qu'il a dit. Il a tweeté, autant que je me souvienne, D'accord. ce soir, je ne sais pas, enfin, une expression assez imagée dont il est difficile de se souvenir, je me sens Charlie Koulibaly. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que lui, étant traité comme terroriste, hein, il était obligé en fait de ressentir cette espèce de distorsion entre le fait de se sentir pour une cible et de devoir en même temps incarner Charlie. C'était quelqu'un qui avait été la cible d'un massacre. Et à ce titre, il a été peut-être la première personne poursuivie au titre de la loi du 14 novembre, de novembre 2014 sur l'apologie terroriste en ligne, terrorisme en ligne. Il s'est retrouvé immédiatement en garde à vue. Et plus généralement, et c'est vrai qu'il y avait un climat de terrorisme intellectuel, avec notamment ces minutes de silence. Alors certes, j'imagine que pour certains professeurs, ça a été extrêmement difficile, mais vous avez quand même des élèves qui se sont à l'époque retrouvés en garde à vue, hein. Et cet épisode se reproduira suite à l'assassinat de Samuel Paty, hein, vu qu'on demandera aussi l'observation d'une minute de silence. Je crois de mémoire que pour l'affaire Samuel Paty, 500 cas auront été signalés, hein, ce n'est pas la totalité, et que je crois que 150 procédures disciplinaires ont, ont été dirigées contre des élèves, des adolescents. Vous voyez, si vous Alors, connaissez la psychologie d'un adolescent, et des fois on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, c'est une hmm. transition, c'est pas pour Alors, autant qu'on... cher François Bellio, nous allons aller sur votre nouveau livre, Géopolitique de l'attentat du 13 novembre. C'est quand même une différence avec Charlie Hebdo, c'est que derrière les attentats du 13 novembre, il y a de la géopolitique. Oui. C'est-à-dire que peut-être des pays étrangers sont... expliquez-nous. Alors ça, c'est la thèse. C'est la thèse. Donc, le sous-titre 2009-2024, les conséquences catastrophiques de la politique étrangère de la France au Levant. On a voulu considérer les attentats du 13 novembre comme une affaire de droit commun, qui était issue de nulle part et qui était complètement sortie de toute forme de contexte. C'est comme ça d'ailleurs que les politiques et les médias ont tendance à nous présenter les événements. Prendre quelques exemples récents, la guerre les raisons de la guerre en Ukraine ne sont jamais expliquées. Les raisons du 7 octobre de l'opération Déluge d'El-Aqsa ne sont jamais expliquées. Il y a un contexte. Il faut quand même replacer les événements dans un contexte pour peu qu'on veuille les comprendre. Sinon, c'est simplement un crime abominable qui est absolument incompréhensible. Or, si on suit exactement la chronologie, hein, on se rend compte que les attentats du 13 novembre sont le résultat direct de décisions de politique étrangère de la France au Levant, donc prises à l'époque, c'était par François Hollande. Première erreur, c'est pour ça que je remonte aussi loin, c'est d'avoir, dès 2011, voulu soutenir le renversement de Bachar el-Assad. Ce qui impliquait, bon, au début on parlait d'armée syrienne libre, on parlait de rebelles modérés, oui, de décapitation modérée, de kalachnikov modérés, de bombes modérées. Mais assez vite, en fait, cette rébellion en fait, a été préemptée et phagocytée par des brigades takfiri djihadistes, qui émanaient dans un premier temps d'Al-Qaïda, puis à partir de 2013, donc ça c'est une invasion qui vient de l'Irak, de ce qu'on appelait l'État islamique. Donc l'État islamique d'abord en Irak et au Levant, puis l'État islamique, plus l'État islamique tout court. Donc on a commencé par soutenir ces brigades et ces groupes contre Bachar el-Assad. Donc il y avait une complicité dans le soutien au terrorisme. Ça, c'est une décision catastrophique. C'est-à-dire que si on avait soutenu d'emblée Bachar el-Assad,
Et en fait, c'est pas Bachar al-Assad, c'est, on va dire, le gouvernement syrien, les autorités syriennes. Eh bien, jamais l'est de la Syrie n'aurait été envahi, jamais l'État islamique n'aurait pu arriver dans la ville de Raqqa, d'où ont été pensés les attentats du 13 novembre. Déjà, ça, c'est la première mauvaise décision. Je fais très vite, je raconte tous ces événements, c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est un événement, ça parle beaucoup de 13 novembre, mais ça parle beaucoup de contexte géopolitique et de politique étrangère, et en partie beaucoup de Syrie. Ensuite, deuxième décision catastrophique, mais ça, à la limite, elle est plus cohérente, mais une fois qu'on a mis la main dans ce genre d'engrenage, on ne peut plus en sortir, c'est que à partir du moment où on a décidé que l'État islamique était une organisation terroriste, donc l'État islamique qui a été proclamé par Abou Bakr el-Baghdadi dans la ville de Mossoul, nous sommes en juin 2014 de mémoire, que tout l'est de l'Irak a été envahi, que toute la partie à l'ouest de l'Euphrate a été conquise, d'ailleurs au détriment d'Al-Qaïda, avec qui ils se sont retrouvés en guerre civile intra-terroriste à un moment, ça ne s'invente pas. Eh bien, une coalition internationale contre Daesh a été mise en place qui obligeait donc ses participants. Alors les participants, c'était qui ? C'était la France, c'était l'Allemagne, c'était le Royaume-Uni, c'était la haute de mémoire les États-Unis, bien sûr, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, ce sera l'année suivante, et j'en passe. Donc, il a été décidé de s'attaquer à lui. Alors, déjà, ça apparaît comme une déclaration de guerre. Si on considère que l'État islamique est un État et qu'en tant qu'État, vous lui déclarez la guerre, eh bien, on se retrouve dans un contexte où si vous l'attaquez, celui-ci peut se défendre avec les moyens qui sont les siens. Or, un des arguments qui ont déterminé, et ça je le montre vraiment abondamment, je consacre 2 longs chapitres du livre à détailler les circonstances dans lesquelles les villes irakiennes et syriennes ont été reconquises. Il faut voir que la tactique militaire états-unienne, ce qu'on appelle la coalition internationale, il faut préciser que 90% des frappes et des moyens militaires mis en œuvre l'ont été par les États-Unis. Donc nous, en fait, on est là pour être sur la photo de famille, sur le tas de cadavres. Ils n'aiment pas apparaître tout seuls sur le tas de cadavres. Donc ils nous disent, viens, aboie en première ligne, et on a des dirigeants qui sont toujours prêts à le faire. Les techniques états-uniennes de reconquête, eh bien, je retrace tout l'historique qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'est pas très propre. Ce sont des bombardements massifs dans lesquels, au cours desquels, on ne fait aucune distinction entre les civils et les soldats. Les villes se trouvent pratiquement rasées. Il faut voir ce qui est arrivé. Je détaille comment des villes comme Mossoul ou comme Raqqa ont été intégralement détruites, comment des dizaines de milliers de civils ont été tués. Et si vous mettez à la place de ces combattants qui étaient sur place, à un moment, quand on voit cette boucherie de bombardement, eh bien, on se dit, on va essayer de faire quelque chose qui est semblable. Et c'est dans ces circonstances qu'un projet comme les attentats du 13 novembre a été imaginé, mis sur pied et mis en œuvre et rendu possible par les flux de migrants qui sont mis en place en juin 2015. On va continuer cette discussion, mais avant ça, le bobino. Tenez Radio Courtoisie pour des émissions libres comme celle-ci. C'est parce que nous n'avons pas d'annonceurs, nous n'avons pas de publicité de grands groupes que nous sommes libres. Cette radio vous appartient, donc soutenez-la. Alors nous sommes avec François Belliot, auteur de 2 excellents livres. Là d'abord sur les 10 ans de Charlie Hebdo, alors c'est une mise à jour, le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible de François Belliot. Aux éditions The Book Édition. The Book Édition. Géopolitiques attentats du 13 novembre aussi chez Book Édition. Oui mais cet attentat de 13 novembre... ça a été perpétué aussi par des jeunes Belges qui n'étaient pas des migrants, qui n'étaient pas qui venaient pas de l'immigration récente, si je puis dire. Alors là, c'est Monsieur Salah Abdeslam, son frère, et d'autres. Oui, alors si on prend le terroriste principal des attentats du 13 novembre, donc qui a clairement un profil de psychopathe,
Ce ne sont pas des gens gentils pour certains. Si on parle d'Abdelhamid Abaoud, c'était quelqu'un qui a grandi dans le quartier de Molenbeek. Et là, vous voyez, là encore, on va entrer dans la géopolitique. Parce que si les attentats, en fait, ont pu être perpétrés, c'est qu'ils disposaient d'une base arrière dans cette commune bruxelloise. Donc la ville de Bruxelles est divisée en communes, ce qu'on appelle des communes, en fait, ce sont des arrondissements. Hein. Et en fait, le quartier de cette ville, cette commune de Molenbeek est presque intégralement, je vais dire colonisée, pourquoi pas, ce sera plus simple, et appelons un chat, par la communauté marocaine. Alors ça ne veut pas dire évidemment que tous les Marocains de là-bas sont des poseurs de bombes. Il faut voir qu'il y avait beaucoup de mosquées salafistes dans ce quartier et qu'un nombre extrêmement important de jeunes de Molenbeek sont partis faire le coup de feu en Syrie, dans un premier temps pour aller aider Al-Qaïda contre Bachar el-Assad et ensuite pour aller aider l'État islamique. Ce sont les deux phases. Et puis, faut se rappeler aussi, lorsqu'il y a eu traque de M. Salah Abdeslam, qu'il a été caché par les habitants de Molenbeek. Ça n'a pas été simple de le retrouver là-bas. C'est-à-dire qu'il y a eu des nombres de complicités dont on ne sait pas aujourd'hui qui ils y sont. Ça a pu être bien débrouillé. Ah, ça quand même. Ah oui, c'est le procès des attentats du 13 novembre, ça n'a rien à voir avec le procès Quelles sont les différences, dites-nous? C'est-à-dire que déjà, vous avez des gens qui sont vivants, qu'on peut interroger, ça c'est quand même pas mal. Salah Abdeslam n'a pas été tué quand il a été arrêté. Il y avait son comparse Mohamed Abrini, qui est un ami d'enfance, lui aussi résident à Molenbeek. Alors rappelons que Salah Abdeslam et Brahim Abdeslam ont grandi à Molenbeek. Alors vous avez des gens ensuite qui les ont assistés, mais pour être honnête, ce n'est pas vraiment clair. Certains ont pris très cher parce que les lois antiterroristes sont extrêmement répressives et il s'agit de faire des exemples, à défaut de montrer qu'on a pu prévenir les attentats en amont. Et donc vous avez tout un milieu qui a pu servir de base arrière à des gens qui étaient beaucoup plus endurcis, hein, et qui, eux, sont partis. Alors Abdelhamid Abaoud, lui, est parti. Il fait partie des premiers qui sont partis en Syrie, hein, qui ont combattu là-bas et ensuite qui sont revenus. Mais dans le cas de Molenbeek, c'est un des seuls. Mais sinon, vous avez les autres terroristes du 13 novembre, et là je pense au trio du Bataclan, qui est composé de Français, et je mets des guillemets, et encore des guillemets, et une parenthèse. Des Français de papier, quoi, si vous voulez. Oui, voilà. Disons des Français de papier, on a compris. Je ne peux pas les considérer comme des compatriotes. Évidemment que non. Donc là, on parle du trio du Bataclan, c'est-à-dire de Sami Amimour, de Ismail Omar Mostefaï et de Foued Mohamed Agad. Donc l'un venait de mémoire, l'un venait de la région de Chartres, l'autre venait de la région de Strasbourg, et l'autre quartier de la Méno, et le troisième venait, je crois que c'était de la région parisienne, j'ai un petit doute. Mais donc ça, ce sont des gens en fait qui se sont retrouvés dans des réseaux, qui ont intégré des filières, qui sont partis en Syrie, hein. Et à l'instar, c'est pour ça que je dis que ce ne sont pas que des Marocains. Je dis que la ville de Molenbeek a servi de base arrière, de laquelle ils ont pu s'élancer, hein, mais qu'ils ne sont pas tous en fait des immigrants immigrés marocains de deuxième génération. Mais par contre, ces gens qui venaient d'autres endroits, ils pouvaient venir. Il y en a un qui venait du Pakistan, il y en a un qui venait un autre qui venait d'Algérie, un autre qui venait de Tunisie. Bon, écoutez, je me souviens pas de tout. Ces gens ont tous, par contre, emprunté le même itinéraire. Donc ça, c'est un chapitre à part entière du livre. C'est le trajet. Comment ça a été rendu possible? C'est-à-dire que vu que ce sont les États-Unis qui sont les principaux bouchers, hein, on peut se dire qu'ils auraient pu aller taper aux États-Unis, hein. Bon, ils l'ont fait récemment dans des circonstances assez bizarres. Mais voilà, le territoire qui était le plus accessible et dont les dirigeants avaient aboyé le plus fort en disant qu'on allait casser la gueule à l'État islamique, qu'ils voulaient apparaître en première ligne, eh bien c'était la France, hein. Et pour cela, il suffisait le trajet. Donc le trajet, c'est Syrie, on passe la frontière turque, qui était une passoire à l'époque. Vous avez des et qu'il est toujours. Vous avez des îles. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins quand même. Oui, non, mais ça dépend pour qui. Mais ça, c'est. D'accord, voilà. Ça dépend dans quel sens. Ça a changé.
Euh, Et puis il y a eu cet événement, rappelez-vous. Attendez, je termine. Allez-y, finissez là-dessus. Je termine l'itinéraire. Vous avez les îles grecques qui sont le long de la côte d'Asie mineure. Donc on passe dans un canot pneumatique. Vous avez les flux de migrants, à l'époque des centaines de milliers. Donc on peut se dissimuler dans ces flux. Ensuite, on va à Athènes. Ensuite, d'Athènes, on passe par les Balkans, on remonte, on traverse la frontière autrichienne ou hongroise, et là, on se retrouve dans l'espace Schengen. Et là, il y a des gens qui viennent vous prendre, on vous ramène à Molenbeek, et ensuite, Molenbeek, base arrière, hop, convoi de la mort, et on part à Paris. Il y a eu cet événement dont on se souvient très peu, c'était des mini-attentats, je ne sais pas comment on peut appeler ça, au Stade de France, à ce moment-là. Et dont on parle peu et qui ont été des attentats un peu loupés, ou je ne sais pas, est-ce que ça a été peut-être des contre-feux, peut-être aussi, je ne sais pas. C'est un épisode qui, pour moi et pour tous les commentateurs, demeure profondément énigmatique. Ouais, pourquoi le Stade de France C'est-à-dire que si vraiment le but, c'était de faire un carnage, même de servir de diversion, si vous voulez faire une diversion, en termes de diversion, c'est vraiment nul. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que on explique que, oui, en fait, ils n'avaient pas de billets, donc ils n'avaient pas prévu. C'est bizarre. Oui, parce que rappelons les faits au Stade de France. Rappelons comment ça s'est passé. Alors, pour les gens, parce que vraiment, on ne s'en souvient quasi plus de cet événement. Hein. Alors, c'est un match France-Allemagne. C'est ça. Un match amical France-Allemagne. Il vient de débuter depuis une demi-heure. Alors, vous me pardonnez, je n'ai pas toute la chronologie. Je n'ai pas toute la chronologie en tête. Je crois qu'on est aux alentours de 21h30 peut-être. Non, ça c'est les terrasses. 21h45. On est, je crois, 15 minutes avant les terrasses, je crois. En fait, comme j'écris maintenant autre chose, j'ai les chronologies qui se télescopent. Mais bon, on va dire, le match a commencé depuis une demi-heure, et là, vous avez les terroristes, qui sont donc il y en a 3, dont un d'origine française, mais racisé. Donc, il s'appelle Bilal Haddadi. Non, attendez. Bilal Hadfi, par contre j'ai une bonne mémoire des noms, et avec deux autres kamikazes. C'était des migrants, je crois. Qui sont présentés comme des migrants irakiens. Voilà. Mais leur identité, on va dire, c'est vraiment les deux profils sur lesquels on a le moins d'indices. Et même au procès, j'ai suivi, pas tout le procès, mais on va dire à distance, on n'a presque rien trouvé sur eux. Alors, comment est-ce qu'il y en a un qui a pu pénétrer dans l'enceinte du stade, mais bon, voilà, il s'est fait sauter à un moment près d'une porte. Et voilà, ils sont tout seuls en fait. Et il y en a. On ne sait pas trop. En tout cas, le bilan, c'est il y a eu un mort simplement. Donc de mémoire, c'est quelqu'un qui s'appelait Manuel Diaz. Vous en avez un autre qui n'a pas pu pénétrer dans le stade, qui s'est fait exploser près d'un McDonald's, tout proche. Et là, on a très peu on a quand même quelques blessés graves. Mais bon, vous voyez, l'opération est vraiment complètement ratée, parce que en termes de préparatifs, autant l'opération du Bataclan et même l'équipée des terrasses, on sent quelque chose d'extrêmement professionnel. Là, c'est un amateurisme qui est pratiquement, comment on l'explique ça qui est pratiquement coupable, parce que s'ils avaient voulu vraiment faire une diversion gigantesque, il suffisait, à mon sens, déjà d'arriver à l'heure, simplement. Il suffit de se renseigner sur les horaires du match, oui. Voilà, de consulter les embouteillages, vous voyez, c'est tellement simple. Et même de peut-être venir en métro, pourquoi pas. Et pourquoi pas, si vous venez en gilet, c'est pas comme si vous étiez un bivendum. Et pourtant, ils viennent à la 25e ou 30e minute du match. Ils auraient pu espérer. Où il n'y avait personne. L'un se fait, je vous dis un scénario, l'un se fait exploser, mouvement de foule, autre explosion, panique, autre explosion. Et là, vous avez potentiellement quelque chose de monstrueux. Comment on l'explique ? Comment on explique ça aujourd'hui, 10 ans après ? C'est quand même fou. Parce qu'on a, voilà, vous l'avez dit, le Bataclan, quelque chose de très professionnel, très préparé. Les terrasses aussi très professionnelles. Et les terrasses, à côté du Bataclan. Oui. Et parce qu'on a en plus les images, on avait eu les images à l'époque des terrasses où je crois que c'était le frère de Monsieur Abdeslam qui se faisait exploser en terrasse. Oui, donc on a tout ça, et à côté le Stade de France où on a une sorte de pied nickelé qui arrive en retard au match et qui en fin de compte, bon malheureusement il y a une victime, mais c'est une victime de trop évidemment, mais ça ne va pas au-delà. Comment on explique ? Écoutez, il n'y a pas d'explication officielle.
La personne qui aurait pu expliquer tout cela, c'est tout simplement Salah Abdeslam, parce que c'est celui qui aurait, enfin non mais qui les a, qui dit qu'il a déposé les kamikazes au Stade de France. Lui-même était équipé d'un gilet explosif et en fait il a renoncé, non pas au dernier moment, mais là vous voyez c'est la psychologie de certains terroristes, c'est assez étrange. En fait Salah Abdeslam, il voulait montrer à ses amis qui étaient allés en Syrie, qui allaient faire le coup de feu, que lui aussi c'était un vrai. Donc il leur a dit bon, je vais y aller avec vous, je vais participer, je mets un gilet, mais dans sa tête, il se dit au dernier moment, je ne vais pas le faire. On est sûr Parce de que ça ou c'est une excuse qu'il a donnée au non, tribunal? non, il l'a dit. Oui, il l'a dit, mais est-ce que il n'y a pas eu enrayement, par exemple, de son arme, et qu'en fait, et que final, au tribunal, pour se dédouaner, il donne cette excuse? Alors c'est possible, mais vous avez aussi, à ce moment-là, il faut rappeler que vous avez le cas de Mohamed Abrini, donc qui devait aussi participer aux attentats du 13 novembre, et qui lui s'est retrouvé exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'il s'est défilé au dernier moment. Oui, donc c'est possible. Hein. C'est pas la première fois que j'entends ce genre d'anecdote en fait dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas facile de se faire sauter. Enfin, je pense. Je renvoie d'ailleurs sur mon site internet, donc françoisbelliot.fr, il y a un chapitre qui s'appelle, enfin, il y a un long chapitre que je consacre donc à l'itinéraire de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le chapitre s'appelle Pas facile de se faire sauter, et où je raconte, en me basant d'ailleurs sur leur déclaration au procès des attentats, les circonstances dans lesquelles ils ont renoncé. Alors après, la Cour a estimé que l'explication de Salah Abdeslam n'était pas convaincante. C'est-à-dire que le débat, c'était est-ce que son gilet était défectueux ou est-ce que c'est lui qui l'a rendu inopérant? Vous voyez, Vous savez, mais ça en fait, on ne sait pas. je connais. Parce que Salah Allez-y. Abdeslam, parce que je réponds quand même au début de la question, Allez-y. c'est que on aurait voulu que Salah Abdeslam soit plus prolixe en fait sur cette séquence des attentats à laquelle il a participé, hein. Mais à un moment, d'ailleurs c'était vraiment dommage parce qu'on s'attendait à avoir quelque chose d'intéressant. Il a tenu à garder le silence, il n'a plus rien dit. Vous savez, je connais bien le cas Salah Abdeslam et je vais vous dire pourquoi. Il se trouve que Salah Abdeslam, lorsqu'il a voulu agir, il était place Jules Geoffrin. Et je le sais parce que C'est dans le 18e, ça? dans le 18e, c'est Ouais. devant la mairie du 18e. Parce que il se trouve que ce jour-là, j'étais à cet endroit-là, parce que j'habite à côté, une demi-heure après lui, en fait. Enfin, en tout cas, une demi-heure après les heures qui ont été données dans les journaux, enfin dans les informations. Et je sais qu'il est descendu de la place du Jules Geoffrin, donc je l'imaginais avec sa mitraillette et son gilet. Non, c'est pas une mitraillette, c'est simplement un gilet. Ah ouais, son gilet, en tout cas, moi j'imaginais avec une mitraillette. Bon, enfin, c'est l'imagination, peut-être fait beaucoup. Et donc, sachant que dans la place du Geoffrin, il y a un café assez bondé qui fait terrasse, s'appelle le Nord-Sud. Bon, il y a souvent des gens devant la mairie du 18e, il y a l'église, il y a le petit manège. Et je sais qu'il est descendu rue Ramet jusqu'à la place Albert Kahn. Et la place Albert Kahn, il a pris une voiture. Et donc, du coup, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué. Je me suis dit, quand même. Non, il a pas pris une voiture. Il a abandonné sa voiture. Oui, pardon, il a abandonné sa voiture, Ouais. mais après, on est venu le chercher, je crois. Non, Dites-nous. là il y a un doute, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que Salah Abdeslam, et on peut le mettre en doute, hein, parce Ouais. que ça n'est pas, il n'y a pas de preuve. Il explique qu'il s'est rendu dans cet endroit près duquel vous étiez, et qu'il est équipé de son gilet, et que son intention c'était de se faire sauter, et que se retrouvant au milieu de toute cette jeunesse, il s'est dit qu'il n'allait quand même pas faire ça parce que il a un peu de morale, voilà, qui tout d'un coup se rappelle à. Et c'est fou quand même à quoi tient parfois la vie. Oui, ça. Non mais quand on y repense. Se rappelle à sa conscience. Et là, on ne sait pas trop. Soit il a pris le métro pour rejoindre je crois que c'est la porte Montrouge, autant que je me souvienne. Donc là, il est parti vraiment Alors il a pris la ligne 12 au Marcadet. Ou alors il aurait pris un taxi. Hein. Et c'est de là, en fait, qu'après avoir passé, il a appelé en catastrophe des amis de Molenbeek pour leur demander de venir le chercher en catastrophe, sans même les avertir de ce qui était en train de se passer. Hein. Donc il a passé la nuit sur place, au petit matin, ils sont arrivés.
Et Alors, on va aller vite là sur les commentaires. Le JDD n'est plus un journal de gauche depuis que Geoffroy Lejeune a pris la direction. C'était un message pour vous, cher François. Bravo à Mike pour ses émissions Radio Courtoisie. Merci à vous. Cette baisse de la protection autour des journalistes de Charlie Hebdo me fait étrangement penser à celle qui a précédé l'incendie de Notre-Dame, avec entre autres la suppression des 2 pompiers affectés à la cathédrale. Oui. tout à fait. Oui, Un petit mot. Dites-nous. Oui, Oui, ça va. c'est des questions qui doivent se poser. Un grand merci pour vos émissions que j'aime beaucoup. Je déplore que votre invité utilise le terme trisomique. Non, mais non. Vous n'utilisez pas le terme trisomique comme une sorte d'insulte méprisante. Non. Non, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a une plus grande probabilité quand on a une trisomie 21 de perdre sa carte d'identité que quand on est quelqu'un de normalement constitué et qui s'est rempli je suis pas, je suis pas sûr qu'on va monter votre cas là. Non, mais je ne pense pas. Oui, évidemment. Il a utilisé une expression. J'aurais pu voilà. dire. Les frères Kouachi avaient. Tiens, un commentaire intéressant. Les autres le sont aussi, évidemment. Les frères Kouachi avaient, adolescents, étaient pris en charge par la fondation Claude Pompidou. Après l'attentat, pour fuir vers le nord, ils sont allés faire un tour par la place de la Bastille. Dites-nous, qu'est-ce que ça signifierait que Attendez, répétez la dernière phrase. Après l'attentat, pour fuir vers le nord, ils sont allés faire le tour par la place de la Bastille. Bon, je pense qu'il me manque un petit mot, mais bon. L'important, c'est la première partie. Les frères Kouachi avaient été pris en charge par la fondation Pompidou. Oui, alors dans le livre, vous verrez, je retrace la biographie des frères Kouachi. Donc il faut voir que c'est une famille quand même. Il faut voir qu'il y a un certain contexte pour devenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire monoparental, socialement pas de parents, orphelins, mère prostituée, qu'ils ont retrouvée morte et suicidée alors qu'elle était en plus enceinte. Ils ont évolué dans un quartier en plus qui était un repère de pédophiles. Et même sur l'ordinateur de Chérif Kouachi ont été retrouvées des images pédopornographiques, ce dont a témoigné d'ailleurs Farid Bagnetou, donc leur mentor auparavant. Donc vous avez un contexte familial en fait qui est extrêmement lourd et difficile. Alors, bravo pour l'émission. Les attentats commis contre Charlie Hebdo et au Bataclan requéraient une logistique assez lourde, dont ne disposaient pas les auteurs de l'attentat. Seul un État du Proche-Orient, pour l'interrogation, aurait pu apporter ce soutien logistique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça, c'est encore une question. Là, le point commun entre les attentats de Charlie Hebdo et les attentats du 13 novembre, c'est que tant pour le massacre de Charlie Hebdo que pour celui du Bataclan et des terrasses, on n'a jamais pu retracer l'origine des armes. Jamais. Voilà, Est-ce qu'on a cherché à le faire ? Je suppose. En tout cas, vous avez 2 personnes qui ont été condamnées sur la base de preuves infimes au terme du procès des attentats du 13 novembre. Il s'agit de Mohamed Bakali, je crois, autant que je me souvienne. Il y en a un autre, mais je ne me souviens plus. Je suis sur un autre ouvrage là maintenant. Donc 2 personnes. Donc on n'a pas pu retracer l'origine des armes. Alors que ça n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est-à-dire que normalement, toutes les armes sont marquées par un numéro de série. C'est quand même... C'est plus facile à retracer que d'autres objets. Voilà. Par contre, pour l'hypercachère, là, on a pu tout retracer. Ce sont des armes... il y a un long chapitre qui est consacré à cette histoire dans le livre. Donc ce sont des armes démilitarisées qui ont été importées de Slovaquie par un indique de la gendarmerie des douanes qui s'appelait Claude Herman, qui a d'ailleurs comparu au procès libre parce qu'il avait déjà fait des années de prison pour ce trafic. Donc il a remilitarisé ces armes. Voilà, donc les armes de l'hypercachère, on sait d'où ça vient, on connaît tout le réseau. Après, pour ce qui concerne la logistique, on a même comment ils se sont procurés les voitures. Alors si, quand même, pour le 13 novembre, on sait qui s'est occupé de l'allocation de l'allocation des voitures. Mais pour ce qui est, on va dire, pour ce qui est au moins des Kalachnikov, on ne le sait pas.
Alors, par contre, je vais être vraiment très précis, hein. On sait qui a confectionné les gilets explosifs. C'était un spécialiste de leur fabrication qui s'appelait Ahmed Al-Khald, qui se trouve encore d'ailleurs en prison en Turquie, autant que je me souvienne, à moins qu'il soit mort dans un bombardement de l'EI. Et c'est lui qui, alors c'était dans la région de Charleroi, il y avait plusieurs planques, hein, ils n'étaient pas tous à Molenbeek. Euh, donc c'est lui qui a confectionné les 10 gilets explosifs artisanaux des attentats du 13 novembre. Et c'est aussi lui qui a confectionné attends, je me souviens, hein, les gilets qui ont servi à fomenter les attentats de Bruxelles quelques mois plus tard. Parce que c'est exactement la même cellule basée à Molenbeek qui a commis ces deux attentats. Euh, donc, pour rappel, c'était l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, et c'est dans une station dans une rame de métro. Voilà. Donc, il y a eu quand même plusieurs dizaines de morts. Voilà. Et j'aurais une petite anecdote qui serait presque drôle si ça n'était pas si dramatique. Mais à l'occasion des attentats du 22 mars 2016, il y avait Mohamed Abrini, hein, qui s'était défilé au dernier moment de l'opération du 13 novembre, qui se trouvait à Paris et qui est revenu en catastrophe, et qui s'est dit, bon, allez, le 22 mars, je vais quand même le faire. Donc il s'est retrouvé aussi à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, et il a refusé au dernier moment. Donc il a failli participer 2 fois aux attentats, et il s'est déballonné. il s'est déballonné 2 fois. Alors, Lui, il a été condamné au terme du procès des attentats. Je crois que il était condamné plusieurs fois à perpétuité ou plusieurs fois à 30 ans. alors revenons au 13 novembre. On sait qu'il y a eu des loupés, c'est-à-dire qu'on a interdit justement aux militaires, aux GIGN, enfin tous ces gens qui auraient pu, les forces publiques, forces de l'ordre, pardon, qui auraient pu sauver nombre de victimes, de rentrer au Bataclan. Est-ce que l'on sait le pourquoi de cette décision? D'ailleurs, personne, à cause de cette décision, n'a payé le prix, quoi, on va dire. Non, personne n'a payé le prix. Alors il y a une phase qui a été totalement éclaircie, si je puis dire. Alors ça, je le raconte dans des articles sur mon site internet françoisbelliot.fr. Donc c'est un article qui s'appelle 7 plus 2 plus x égale 15, l'équation interdite des attentats du 13 novembre. Donc il y avait d'abord ces militaires de Sentinelle qui sont arrivés rapidement sur place. Ils étaient au nombre de 6, autant que je me souvienne. Et ils ont reçu l'ordre en fait de ne pas intervenir au prétexte que, étant des militaires, ils ne peuvent intervenir qu'en milieu ouvert. Voilà, bon, après c'était peut-être des gens qui étaient sans expérience, mais c'est la raison qui était avancée. Donc il fallait attendre en fait les forces spécialisées qui étaient la brigade, la BRI, hein, qui dépend de la préfecture de police de Paris, hein, ou alors le RAID, qui normalement a la primauté pour agir dans la petite couronne. Il y avait également le GIGN qui aurait pu intervenir, mais lui, son domaine de compétence, c'est plutôt la province, la province et la grande couronne, autant que je me souvienne. Donc vous avez ces militaires qui non seulement ne sont pas intervenus, mais n'ont pas eu le droit de donner leur FAMAS aux policiers qui étaient sur place, parce qu'un militaire ne doit pas donner son arme, sinon il n'est plus un militaire. Bon, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. C'est une explication qui était tranquillement avancée devant la commission d'enquête parlementaire. Donc là, on est quand même en 2016. Ensuite, vous avez un autre problème, ce sont des fonctionnaires de la brigade d'intervention qui, eux, auraient pu intervenir en l'espace de 5 minutes. Donc là encore, c'est une unité qui défend la préfecture de police. Ils étaient parfaitement équipés. Ils auraient pu être sur place au Bataclan en l'espace de 5 minutes. Mais on leur a dit d'attendre. Et vous avez un tel terrorisme hiérarchique dans la police qu'on a tendance en fait à obéir aveuglément aux ordres parce que sinon on est immédiatement sanctionné. Les prises d'initiative sont extrêmement mal vues. Si vous interrogez des policiers, je pense que c'est une de leurs complaintes sempiternelles. Donc ils sont arrivés finalement avec la colonne de la BRI 45 minutes plus tard. Donc là, tout était fait. En fait, c'est simplement c'est un miracle que le massacre du Bataclan n'ait pas été plus grave, parce que il se trouvait que par hasard, dans les parages, se trouvaient des membres de la BAC Nuit, donc la BAC Nuit 75, BAC Nuit 93, ce sont 2 de ces unités qui étaient sur place. Et vous avez d'abord un commissaire avec son collègue, donc qui était son chauffeur, qui d'initiative en fait s'est rendu sur place extrêmement vite
et ils ont pu pénétrer dans le Bataclan à peine 5 minutes après le début de la tuerie, hein. Arriver dans l'entrée, apercevoir Sami Amimour sur la scène en train de mettre un joug un otage et le haranguer, alors que déjà c'était un carnage. Et là, tous les deux d'initiative, ils sortent 2 armes de petit calibre et font feu à 6 reprises, abattent le terroriste qui, dans un dernier sursaut de conscience, fait exploser son gilet explosif, parsemant la salle de confetti de sa chair et de tout ce qui va avec. À ce moment-là, ils ressortent, ils sont rejoints quelques minutes plus tard par des collègues en fait, qui ont été appelés pour venir en renfort, donc des membres de la BAC. Et ces membres de la BAC arrivent, trouvent quelqu'un qui leur intime l'ordre de cesser leur progression. C'est-à-dire ne venez pas dans le quartier, vous n'avez strictement rien à y faire. Cependant, leur supérieur hiérarchique direct, et vu la tension, c'est leur commissaire, qui est à l'intérieur du Bataclan. Donc ils décident d'outrepasser cet ordre de cesser leur progression, et donc ils viennent rejoindre leur chef. C'est là qu'ils vont pénétrer alors, après, il y a de nouveau des rafales, mais on va dire que cette intervention des policiers de la BAC va interrompre le carnage. Alors, donc ils repénètrent ensuite avec les membres de la BAC, c'est-à-dire que les membres de la BAC sont les premiers à pénétrer, on va dire que je crois que c'est 10-15 minutes après cet événement fondamental qui stoppe le massacre, ils peuvent pénétrer à l'intérieur du Bataclan et commencer à évoluer et voir ce qui se passe. C'est-à-dire se rendre compte que les terroristes se sont réfugiés à l'étage et que la tuerie, en fait, a pratiquement cessé. Alors maintenant, les questions qui se posent, c'est qui a donné les ordres de non-intervention ? À la limite, qu'il y ait une procédure, pourquoi pas. Mais on veut savoir qui, pourquoi, quand, à quel moment. Est-ce que 10 ans après, on le sait déjà? Non, on le sait. non, Toujours pas. On le sait toujours pas. Alors, peut-être que la personne, l'officiel, le fonctionnaire qui a fait ça, n'a fait qu'obéir à une procédure, mais on aimerait quand même connaître cet ordre, parce qu'on peut imaginer que ça s'est fait en plus sur fond de rivalité entre unités d'intervention qui voulaient être prêtes, on va dire, à intervenir en premier, avoir la primeur en fait de l'intervention. Donc là, on peut imaginer une espèce de guéguerre des polices entre le RAID et l'unité de la préfecture de police de Paris, donc qui était la BRI. Donc il y a ça. Donc, bon, déjà, c'est pas très beau, on va dire, déjà de voir les choses comme ça. Ensuite, l'autre scandale, c'est que dans la version officielle, par la suite, toujours pour des raisons de rivalité, eh bien, on a voulu gommer l'intervention des hommes de la BAC. Cette nuit-là, donc, ont été les primo-intervenants, les premiers arrivés sur place, à sécuriser les lieux, à permettre à des otages de sortir, enfin quelques centaines de mémoire. Et tout ça pour que le beau rôle, en fait, soit donné aux unités qui sont arrivées par la suite. Et je crois qu'en l'occurrence, il s'agissait de la BRI. Donc ces gens ont pu intervenir au procès des attentats et rétablir un peu leur honneur parce que leur carrière en a beaucoup souffert. Ils ont été considérés des fois comme des mythomanes et même leur hiérarchie leur a bien gentiment fait comprendre que si jamais ils ouvraient un mot sur cette histoire, ils connaîtraient une relégation professionnelle et leur carrière en souffrirait. Et là, on tombe sur le problème plus général des chaînes de commandement dans la police, de la hiérarchie dans la police. Je renvoie d'ailleurs à un livre de Michel Bach qui s'appelle « Itinéraire d'un flic de terrain », qui a eu une recension, alors que c'est un livre vraiment extrêmement intéressant, le parcours de comment on devient un homme de la BAC et comment on se retrouve à intervenir au Bataclan. Que je sache, il n'y a eu qu'une seule émission de télé sur CNews pendant 10 minutes, et c'est l'unique recension de cet ouvrage. Et Michel Bach tenait quand même à signaler le rôle qu'il a pu jouer avec ses collègues ce soir-là et toutes les pressions dont il a pu être victime.
Et ce qui est dénoncé de manière générale, et ça c'est une manière aussi de tenir la police et les forces armées, c'est-à-dire que ceux qui sont nommés en fait au poste de direction ne sont pas forcément les plus compétents, mais ceux qui sont, on va dire, les plus fidèles au pouvoir, et ceux qui sont les plus à même d'appliquer certaines directives de maintien de l'ordre et de direction des enquêtes. Ce qui pose un énorme problème quand on se retrouve dans une situation sécuritaire. Imaginez par exemple s'il y a une guerre, là ce Bien serait sûr. encore plus grave. Si on se retrouve avec des gens qui sont des incompétents et des carriéristes au poste de direction, si vous voulez mener une bataille, vous voyez, on va dire que le problème du Bataclan, c'est un modèle réduit de quelque chose de beaucoup plus grave qui pourrait arriver dans un contexte avec beaucoup plus d'ampleur et de morts. Par exemple, l'Ukraine, si on voulait penser à près de chez nous. Si vous engagez une bataille, voilà, il faut limiter les Alors, pertes. je voulais avoir une petite pensée pour notre ami Patrick Jardin, qu'on aime tous ici à Radio Courtoisie, et donc à sa fille Nathalie, qui était régisseur, ou régisseuse, je sais pas comment on dit ça, du Bataclan, et voilà, et qui a été victime de cet attentat. Oui, alors j'en parle d'ailleurs dans le livre de Charlie Hebdo. Et pour précision, son livre s'appelle Pas devant les caméras. Oui, Et là, on va revenir un peu sur Manuel Valls, pas devant les caméras. C'est-à-dire que Patrick Jardin raconte ça dans son c'est livre. vrai. C'est-à-dire qu'il essaye d'interpeller en vain des officiels. Il se retrouve à un moment dans une gare, je crois que c'est la gare de Lyon, ou je crois que c'était la gare de Lyon. Et vous avez Manuel Valls qui est devant des journalistes qui tendent les micros. Et lui, il essaye de l'interpeller. Et lui, sa première réaction, c'est pas devant les caméras. Voilà. Donc on est vraiment Dans le pire de ce que peut faire la République. C'est pas très beau. Alors, bonjour cher ami de la vérité à la liberté. Tout d'abord, tous mes voeux pour 2025, sans oublier Patrice, si humblement caché, mais ô combien efficace et sympathique. Je peux en témoigner depuis samedi dernier. Ma double question à ce jour sans réponse. Comment les frères Kouachi ont pu se sauver après leur massacre à Charlie Hebdo quand on connaît la configuration des lieux? Voilà. Ne suffisait-il pas de bloquer la rue des deux côtés pour les nazis, ce que la police maîtrise parfaitement? Même interrogation pour le camion fou de Nice, suivi de longues minutes sur les écrans par la police, malgré l'interdiction absolue de circuler pour ce genre de véhicule le soir du 14 juillet. 2 ou 3 motards dépêchés immédiatement pour lui crever les pneus auraient évité cette boucherie inimaginable. Bonne fin d'émission. Alors déjà, comment les frères Kouachi ont pu se sauver? Oui, alors ça, je détaille ça dans le livre. Il y a un itinéraire qui est extrêmement étrange. Alors c'est quand même assez complexe. Il faudrait préciser comment la rue, je crois que c'est la rue est-ce que c'est la rue Amelot ou la rue Nicolas Appert? Non, je crois que c'est la rue Amelot, débouche sur le boulevard Richard Lenoir, donc qui est composé de deux sens uniques avec un terre-plein au milieu. Bon, vous voyez, là, ça va embrouiller tout le monde si je vais trop dans le détail. Effectivement, la question de leur itinéraire se pose, d'autant que les traces vidéo que l'on a de cette fuite sont extrêmement minces. Que je sache, on n'a pas à disposition les caméras de surveillance qui auraient permis de retracer leur itinéraire assez étonnant qui va les faire amener jusqu'au nord de Paris, où ils vont arriver dans la rue de Meaux, d'ailleurs, dans le principal quartier juif de Paris. C'est assez curieux. Juste à côté d'un hypercachère, c'est à 100 mètres, ils sont arrêtés alors qu'ils avaient un lance-roquettes, ils n'ont rien fait. Et c'est là qu'ils vont braquer un automobiliste, Patrick Deschamps, et qu'il ensuite serait parti dans une forêt pour se terrer misérablement dans l'imprimerie de Damartin en Goël. Donc oui, il y a des problèmes d'itinéraire, mais malheureusement, ça ne fait pas partie des questions qui ont été officiellement examinées. Certains se sont pensés sur cette anomalie, sur cette bizarrerie, mais en l'absence d'éléments, il est très dur de se prononcer. Alors, sur Nice. Allez-y, sur Nice, oui. Alors sur Nice, Est-ce oui. que c'est quelque chose qui ressemblerait à Bataclan, à Charlie Hebdo? Oui, tout à fait. Là encore, vous avez le camion qui avait été repéré à plusieurs reprises dans un endroit où il n'aurait jamais dû figurer. Alors après, le profil du terroriste n'est pas le même. Alors, je vais pas toutes les données de l'attentat de Nice en tête, mais oui, là encore, c'est quelque chose qui est assez étrange. Hein, et il faut voir que c'est ce qui fait partie des. Je crois que quand les autorités sont arrivées sur place, il y avait déjà un attroupement.
Ils ont été accueillis par une foule en colère avec des slogans de, je crois, c'est politique complice. Vous voyez, c'est donc assez lourd. Et alors que les rassemblements spontanés, ça, c'est très important à souligner, avaient été autorisés le soir du massacre de Charlie Hebdo, alors qu'il y avait 2 terroristes qui se baladaient dans la nature avec des kalachnikovs et un lance-roquettes, ce qui est quand même assez irresponsable en termes de mesures de sécurité. Eh bien, au lendemain de l'attentat de Nice, on voulait faire des attentats, des rassemblements spontanés, les proches de victimes, et ces rassemblements ont été interdits au motif de principe de sécurité. Alors je rappelle, si ceux qui sont intéressés par les attentats de Nice peuvent consulter un livre qui s'appelle Soigner. Alors je ne me rappelle plus exactement si je vais vous donner la référence exacte. Soigner. Donc le livre Soigné. Non, écoutez, Bon, vous n'avez pas la référence, mais on peut le trouver comme ça sur Google, oui, j'imagine. Vous tapez Soigner, Attentat de Nice. Soigner, attentat de Nice, ouvrage, et vous tomberez sur un livre qui fait une analyse qui me semble assez complète et très intéressante des événements. Alors j'ai un commentaire. Bonjour, concernant les militaires de Sentinelle, c'est plausible car ce sont souvent des réservistes comme moi qui ne sont pas formés pour le combat en zone urbaine en intérieur. Ce sont des civils peu formés, donc potentiellement des victimes. Après, ce sont des hommes en armes, à eux de choisir. Oui, alors il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, et ça pose plus largement la question du bien fondé de l'opération Sentinelle. Parce que si on ne peut pas avoir comment dire ça? Alors déjà, il y a le problème si vous mettez des gens qui sont inexpérimentés, qui ne peuvent pas intervenir, alors ça veut dire que s'il y a un événement grave qui se produit, hein, ils vont être moins disposés à intervenir que des militaires chevronnés. Si en plus ils ont des consignes de non-intervention, eh bien ils seront d'autant moins portés à intervenir. À ce moment-là, à quoi ça sert? C'est vrai. Voilà, oui, c'est ça la question. Évidemment. C'est-à-dire, est-ce qu'ils servent simplement à à demeurer visibles, mais ça ne va jamais empêcher un commando terroriste déterminé de faire ce qu'il a à faire. Donc il y a quelque chose d'un peu cosmétique, c'est-à-dire qu'on veut montrer en fait des militaires, on veut montrer du kaki, hein, on veut montrer de la calache. Et oui, si quand même, autre aspect que souligne votre intervenant, donc qui apparemment est un militaire, c'est que en plus ces gens-là vont plutôt se retrouver à être des cibles. Et c'est arrivé quelques reprises ces dernières années. Hein. C'est-à-dire qu'ils se signalent eux-mêmes étant des militaires. Oui, parce que beaucoup d'entre eux ont des mitraillettes non chargées. Ça, faut le savoir. Oui, bon, il y a en plus encore ce problème, oui. Voilà. Alors, bonne année et meilleurs vœux. Il paraît qu'une petite unité a bien été envoyée au Bataclan pour faire sortir l'enfant de quelqu'un du gouvernement. Non, ce seraient des militaires... Est-ce que c'est vrai? Connaît-il vraiment? Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oui. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est faux, cher ami. Voilà. Mais... Alors, il faut m'indiquer la source, hein, mais là, a priori, c'est... Oui, le contexte, il serait fait repérer quand même. Bon, mais ça aurait paru bizarre. Donc, vous voyez, bon, il nous reste... Vous avez des tas de cadavres un peu partout, et là on chope un bébé qu'on a identifié, on sort. Ce serait... Ouais, enfin, après tout, ce serait possible, mais pourquoi pas? Mais c'est comme les cartes d'identité, enfin je veux dire que rien n'est impossible. Vous voyez, il peut y avoir aussi des extraterrestres, il y a une chance sur plusieurs milliards. Tout est possible, voilà, surtout quand il n'y a pas de caméra. Voilà. Aujourd'hui tout est possible, hein. Donc du coup, voilà, je rappelle les livres Géopolitique des attentats du 13 novembre, Le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible, les 2 books éditions François Belliot. Voilà, je les montre en plus à la caméra parce que la semaine prochaine ça passera sur YouTube. Voilà, dorénavant, et c'est grâce à vous, Radio Courtoisie est aussi filmé. Donc du coup voilà, je les montre. Géopolitique d'attentats du 13 novembre, Le massacre de Charlie Hebdo, François Belliot. C'est des livres passionnants, vous y apprendrez énormément de choses que les grands médias n'ont pas dites. De la géopolitique, on va parler, on parle de Daesh, de la Syrie, de Bachar el-Assad, etc. De la responsabilité des membres du gouvernement, faut se dire aussi. Parce qu'ils sont responsables de plus ou moins quand même, malgré tout,
du Bataclan. Du Bataclan, et ça c'est un fait d'actualité dont on n'a pas parlé, Allez-y. ça donnera une bonne chute. C'est que là quand même, il y a une coïncidence assez étonnante, hein, mais tout est possible, disions-nous, et là vraiment c'est simplement une coïncidence. C'est que j'ai publié le livre le jour même où il y avait l'offensive djihadiste qui a enfin permis de renverser le régime de Bachar el-Assad. Or, le fer de lance de cette offensive, ce sont des djihadistes qui sont des débris d'Al-Qaïda, du Front al-Nosra et de l'État islamique, donc, qui ont été soutenus donc, pour renverser ce régime. Et à ce moment-là, le chef, donc, qui s'appelait Joulani, sa tête a été mise à prix à 10 millions de dollars, et HTC, l'organisation Hayat Tahrir al-Sham, était considérée comme une organisation terroriste. Donc, maintenant, c'est officiel, puisque les autorités françaises ont immédiatement tenu à reprendre langue avec le nouveau maître de Damas pour éventuellement rétablir les relations diplomatiques. Donc là, la boucle est bouclée. Depuis le début, de fait, les autorités françaises étaient les alliés des combattants djihadistes. Excellente chute, c'est la conclusion. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Voilà, François Belliot, géopolitique des attentats du 13 novembre. Le massacre Charlie Hebdo, voilà, c'est vraiment d'actualité. Et pour le coup, cette conclusion démontre aussi toute la perversité de cet État. Je vous remercie d'avoir été si nombreux comme tous ces samedis à nous écouter. Passez un excellent samedi, un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, ciao.